Et si des choses inimaginablement terrifiantes se terraient dans les profondeurs sous nos pieds? En 1989, des scientifiques russes en Sibérie auraient percé un trou de forage de 14,5 km de profondeur dans la croûte terrestre. Le forêt aurait percé une cavité et les scientifiques auraient descendu du matériel pour voir ce qui s'y trouverait. La température aurait atteint 1100 degrés Celsius, mais le véritable choc, c'était un son qu'ils auraient enregistré. 17 secondes obtenues avant que le microphone ne fonde, mais ces 17 secondes ont marqué le reste de leur vie. Ce son prend aux tripes et plusieurs scientifiques convaincus d'avoir entendu des sons issus tout droit de l'enfer auraient immédiatement quitté le lieu, terrifiés, selon l'histoire rapportée. Mais d'autres sont restés, et ce qu'ils ont vécu plus tard cette nuit-là dépasse l'entendement. Une colonne de gaz aurait jailli du trou de forage, une créature décrite comme un démon ailé gigantesque aurait également surgi de ce trou en déployant ses ailes, et les mots « j'ai conquis » en russe auraient été gravés dans les flammes. Bon, je vous l'accorde, cette dernière partie fait un petit peu scène cinématique de jeu vidéo. Et à la suite de tout ça, on raconte que la plupart ne se souvient de rien parce que les secours présents sur les lieux leur auraient donné un sédatif capable d'effacer leur mémoire à court terme. Cette histoire se raconte depuis la création d'Internet, et cela fait peut-être au moins une dizaine d'années, voire plus, que vous l'avez entendu, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent ce cas. Mais comment cette histoire, aujourd'hui devenue une légende urbaine, a pu autant se diffuser? D'où vient-elle? Et y a-t-il du concret derrière cette histoire extraordinaire? On va voir tout ça ensemble. Bonjour, je suis Sailor et sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires extraordinaires, parfois liées à la pop culture, souvent liées à nos croyances. Et juste avant de commencer, je vous présente le sponsor de cette vidéo, c'est CyberGhost VPN qui nous accompagne depuis maintenant plusieurs années. Un VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic internet par un tunnel sécurisé. L'interface est claire et l'ensemble très efficace, que ce soit pour la protection contre des logiciels espions par exemple, ou bien pour surfer n'importe où, parce que vous pouvez utiliser internet anonymement et de façon sécurisée depuis chez vous, ou bien à partir d'un réseau Wi-Fi public, dans des cafés, des gares, à la fac ou encore au restaurant, et c'est vraiment très simple à utiliser. Mais avec un VPN, vous pouvez aussi débloquer du contenu géorestreint lié au streaming par exemple, avec un accès catalogue à 40 plateformes de streaming. C'est assez pratique pour découvrir du contenu pas encore disponible dans votre zone géographique, et je m'en sers aussi beaucoup pour accéder à des informations bloquées géographiquement quand je cherche des sources non francophones sur certains cas, et vous pouvez même parfois faire des économies avec des abonnements à prix réduit. 38 millions d'utilisateurs à travers le monde ont recommandé CyberGhost VPN et ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, sur des Smart TV et même des consoles de jeux, et sur 7 appareils différents. Ça vous permet donc d'en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés avec un support client français qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, alors profitez-en. Nous sommes donc en 1989 et des scientifiques auraient foré un fameux trou gigantesque de 14,5 km de profondeur dans la croûte terrestre en Sibérie. Après avoir percé cette cavité, ils auraient donc enregistré des températures d'environ 1100 degrés Celsius, puis ce fameux son. Cette histoire fait encore aujourd'hui un carton sur internet, rien qu'en cumulant les vues des différentes vidéos YouTube, on arrive à des dizaines de millions de vues, et elle est selon moi vraiment passionnante parce qu'il y a autant de gens qui la réfutent que de gens qui y croient. Pour plusieurs raisons, dont une très simple, la peur de l'enfer. Pour beaucoup, cet incident est une preuve de l'existence d'un enfer physique, au point que ce cas soit également connu sous le nom « le puits de l'enfer ». Bon, depuis 40 ans, on n'a pas trop eu de nouvelles de ce puits, ce trou en Sibérie, d'où sortiraient ces voix effroyables. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, remontons au point de départ de cette histoire pour mieux la comprendre. La première apparition de ce récit remonte à 1989 avec sa première publication à grande échelle par le Trinity Broadcasting Network.
C'est une chaîne de télé chrétienne qui communique avec plusieurs dispositifs. La chaîne a des émissions de télé, en plus d'un bulletin d'information imprimé, et à la fin de l'année 1989, la chaîne diffuse cette histoire qui est intitulée « Des scientifiques découvrent l'enfer ». L'histoire est relayée sur la chaîne et en version papier dans leur bulletin d'information. Dans cette première publication, l'histoire est racontée jusqu'au fameux enregistrement sonore, sans faire mention du démon qui aurait surgi du trou. Mais à part ça, on a tout, la Sibérie, le forage, l'enregistrement capté avant que le micro ne fonde. Puis, peu de temps après, la chaîne diffuse une version plus longue de l'histoire en détaillant l'apparition diabolique qui aurait surgi du trou de forage. Alors, pour que vous ayez bien les ordres de grandeur, la chaîne est créée en 1973. C'est donc une chaîne de télé chrétienne évangéliste et c'est la plus regardée au monde sur son créneau. Les spectateurs se comptent en millions par semaine. Je n'ai pas trouvé les chiffres pour fin 1989, mais à cette période, la chaîne a déjà une portée internationale. Je vous laisse donc imaginer le nombre de personnes qui entendent cette histoire, et parmi eux, ceux qui la prennent pour argent comptant en se disant que l'émission est censée les informer et leur donner des infos vérifiées et réelles. En tout cas, cette histoire apparaît pour la première fois sur cette chaîne religieuse et c'est cohérent avec le sous-texte de la légende urbaine qui parle d'un enfer tel qu'on se l'imagine dans les religions monothéistes. La mèche est allumée et d'autres newsletters chrétiennes publient leurs bulletins d'information en reprenant l'histoire. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'est pas question d'enregistrement audio, simplement une narration de l'histoire à la manière d'un fait divers. Ce qui est très intéressant, c'est que dès les premières republications de cette histoire, les versions changent déjà légèrement. Pour commencer, les différents médias qui la republient remarquent qu'il n'y a pas de trou de forage de cette ampleur en Sibérie. Cependant, il y en a un sur la péninsule de Kola, dans le nord-ouest de la Russie, le Super Deep Borehole de Kola. Il est situé à seulement 16 km de la Norvège, et ce trou de forage à Kola est à peu près aussi éloigné de la Sibérie que plein d'endroits différents en fonction d'où vous vous trouvez en Russie, parce que la Russie c'est très grand et les distances peuvent être énormes d'un point à l'autre. Donc vraiment, l'histoire ne peut pas se dérouler en Sibérie ou à côté dans tous les cas. Ensuite, des gens qui ont enquêté ont relevé que cette histoire ressemble à un article du magazine Science dans son édition d'août 1989 intitulé « European Deep Drilling Leaves Americans Behind » et qui parle du projet de Kola et d'un autre similaire en Allemagne. L'article de Science explique le but de ce trou de forage, je les cite. Pour les soviétiques, les trous profonds ne sont pas simplement des outils pour tester la théorie géologique. Ils en attendent plus. L'amélioration de la technologie de forage, l'aperçu et le relevé de strates encore plus profondes que les ressources minérales connues. Il y a toujours l'attrait de l'effet Spoutnik, la gloire d'avoir le trou le plus profond du monde. L'article mentionne donc la volonté des scientifiques en Union soviétique de forer profondément, avec le sous-entendu de la revue qu'il y aurait un côté prestigieux, presque orgueilleux à vouloir forer le plus profondément possible. Et justement, le contexte de l'article ressemble effectivement beaucoup à l'histoire relayée par la Trinity Broadcasting Network et l'espèce de morale qu'on pourrait greffer autour. Cette idée de malédiction qui nous tombe dessus à vouloir être trop orgueilleux. Cependant, ce qui va vraiment rendre cette affaire virale dans le monde entier, c'est donc ce fameux enregistrement audio. Mais d'où est-ce qu'il sort ? Nous sommes en 1998. Entre-temps, l'histoire est parue dans quelques tabloïds sans faire davantage de bruit. C'est à ce moment qu'un auditeur de l'émission radio d'Art Bell, Coast to Coast AM, envoie un enregistrement audio par mail, avec le message suivant qui l'accompagne. J'ai commencé à écouter votre émission de radio très récemment et je n'en revenais pas lorsque vous avez parlé des sons de l'enfer ce soir. Mon oncle m'avait raconté cette histoire il y a quelques années et je ne l'avais pas cru. Comme l'un de vos auditeurs qui a discrédité l'histoire comme n'étant rien de plus qu'une histoire fabriquée par un journal religieux. L'histoire du forage et de l'écoute des sons de l'enfer est très réelle. Mon oncle collectionnait des vidéos sur le paranormal et le surnaturel. Il est décédé assez récemment et il m'a laissé écouter l'une des cassettes audio qu'il avait sur les sons de l'enfer en Sibérie, et je l'ai copié. Il a reçu sa copie d'un ami qui travaillait à la BBC. 6 juin, le son des cassettes de mon oncle. Suite à cet email qui fait très début de légende urbaine, Bell joue l'enregistrement. Imaginez, il est tard,
les auditeurs entendent ces cris qui émanent de leur poste de radio. C'est effrayant. Et de 1998 jusqu'à aujourd'hui, ce son est encore diffusé comme étant celui capté par des scientifiques s'étant approché un peu trop près de l'enfer. Forcément, face à une histoire aussi extraordinaire, beaucoup de gens y sont allés de leurs critiques et de leurs commentaires. Déjà, en 1989, juste après la parution de l'affaire, certains bulletins d'information chrétiens rivaux se sont montrés plus sceptiques, mettant en lumière non seulement les erreurs factuelles dans l'histoire, mais également le manque de sources vérifiables de la part de Trinity Broadcasting Network pour leur récit. Et l'origine de toute cette histoire, on la connaît grâce à Christianity Today, un bulletin chrétien qui a fait un véritable travail de sceptique et de journaliste en publiant un article qui démystifie cette histoire en juillet 1990. Rich Buller, qui anime alors l'émission de radio pour Christianity Today, est l'auteur de ce fameux article critique. Il y rapporte que les auditeurs l'avaient contacté pour lui poser des questions sur cette histoire racontée par la Trinity Broadcasting Network, et Buller s'est dit que c'est vrai qu'elle était assez étrange cette histoire, et qu'ils allaient du coup mener leur propre enquête afin de découvrir l'origine de tout ce récit. Ils apprennent alors que la Trinity Broadcasting Network a pour source un journal finlandais appelé Amenusastia, qu'ils qualifiaient de journal respecté lorsqu'ils en parlaient. Un évangéliste texan, un certain R.W. Chambach, met donc la main sur un exemplaire de ce journal et l'envoie à Rich Buller. Il s'avère alors que Amenusastia n'est pas du tout un journal scientifique ou très sérieux, mais plutôt un petit magazine évangélique luthérien, publié en Finlande entre 1974 et 1989. Buller contacte le journal pour obtenir des informations sur l'histoire et apprend qu'un membre du personnel l'avait écrite de mémoire après avoir lu l'histoire dans un journal quotidien finlandais appelé Etelä Suomen Sanomat dans une section réservée aux contributions des lecteurs sans aucune vérification. Je résume, la Trinity Broadcasting Network a pour source le journal finlandais Amenusastia, qui est un magazine évangélique finlandais. L'histoire a été rapportée dans ce magazine par un membre du personnel qui l'a écrite de mémoire, donc pas en s'appuyant sur une source, il l'a fait vraiment de mémoire en fonction de ce qu'il se souvenait de cette histoire, et il déclare avoir lu cette histoire dans un quotidien finlandais, plus précisément dans une section réservée aux contributions des lecteurs, donc a priori pas par un journaliste du journal, et a priori, toute cette histoire n'a pas été vérifiée. On commence à remonter le fil des sources, mais ce n'est pas fini. Ce même contributeur dans ce quotidien finlandais, d'où est-ce qu'il tient cette histoire? Eh bien, le lecteur l'aurait découvert dans un journal paranormal finlandais. Je vous prie de m'excuser, je ne parle pas le finlandais, mais Veltajat. Buller contacte donc Veltajat, qui lui répond que l'histoire vient d'un lecteur qui prétendait l'avoir vue dans un bulletin d'information californien publié par des juifs chrétiens appelé Jewels of Jericho. Donc là, dans toute la chaîne de sources, l'histoire a été rapportée par 2 fois par des courriers des lecteurs, sans qu'il y ait un travail préalable pour savoir d'où est-ce que ces lecteurs ont vraiment entendu cette histoire et est-ce que la version qu'ils donnent est réelle par rapport à la source. Parce que justement, personne n'a retrouvé ce groupe appelé Jewels of Jericho et personne n'a pu vérifier son existence. Ça a pu aussi bien être réel comme tout simplement inventé par le lecteur. Et donc, la piste, elle s'est arrêtée là. Mais Buller a donc, dès juillet 1990, partagé son enquête dans Christianity Today en indiquant que la chronologie n'est au final basée que sur des histoires racontées de mémoire, avec des sources non vérifiées et sans aucun travail éditorial effectué par les différents journaux qui l'ont repartagé. Sans oublier en plus les incohérences de l'histoire, comme par exemple l'emplacement incorrect du forage, l'impossibilité technologique de forer à des températures aussi élevées. Bref, ce cas est l'exemple parfait de la mécanique d'une rumeur. C'est vraiment un tel qui a entendu Truc lui parler de bidule et il le mentionne à machin qui le répète à Trucmuche, mais au final, personne ne sait si bidule est une histoire solide ou vérifiable. On sait qu'une bonne histoire se retient toujours plus facilement qu'une succession de faits, mais je m'étonne quand même qu'au final, il n'y ait que ça derrière. Je ne connaissais pas du tout l'enquête autour, et le fait qu'elle se soit d'abord propagée dans cette communauté chrétienne, je trouve ça super intéressant d'ailleurs qu'il y a eu déjà un travail d'enquête qui a été fait de leur part. Et ce qui l'a vraiment popularisé, c'est l'enregistrement audio, que j'ai entendu comme tous ceux de ma génération, quand on a eu l'âge d'utiliser un ordinateur et se perdre sur internet jusqu'à tomber dessus.
Mais d'ailleurs, cet enregistrement, d'où est-ce qu'il vient? De nombreux sites internet affirment que la source originelle serait un extrait audio récupéré du film de 1972 Baron Blood. Sauf que ça fait débat, il y a beaucoup de gens qui disent que les cris ne sont pas les mêmes, et il y a d'autres sources qui spéculent que ça pourrait tout simplement être un enregistrement audio qui proviendrait d'un bruit de fond, d'un vrai équipement de forage, qui aurait été mélangé à d'autres bruits de fond, comme par exemple celui d'un poste de radio ou d'un autre équipement électronique, et on aurait l'impression d'entendre des cris. Et il y a également des gens qui disent tout simplement que ce bruit, ce son a été créé délibérément pour justement renforcer cette histoire. En fin de compte, on ne sait pas vraiment d'où vient ce son, qui l'a créé. En tout cas, toute l'enquête autour de cette affaire indique qu'il s'agit manifestement d'une légende urbaine, et on sait à peu près comment est-ce qu'elle s'est formée, ou en tout cas par quels organes de presse elle s'est diffusée avant de se répandre au monde entier avec l'arrivée d'Internet. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, du contenu sort chaque semaine autour de ces thématiques. Merci aux membres de la chaîne, merci aux abonnés qui soutiennent ce rythme de production. Je vous rappelle l'offre de notre sponsor CyberGhost VPN en description juste en dessous. 2,03 € par mois seulement pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géorestreint, et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Enfin, comme d'habitude, les sources sont en description si vous voulez aller plus loin. Il y a notamment une superbe enquête de Brian Dunning sur laquelle je me suis principalement basé pour vous raconter ce cas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon week-end, une belle soirée, un bel été si vous regardez en direct, et à très bientôt. Au revoir.